Bonjour, donc je vous propose une correction rapide des exercices de maths tombés en France pour la session 2014. Je vais faire une correction rapide. Si vous souhaitez une correction plus détaillée, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires en bas de cette vidéo. Et en fonction des exercices que vous me demandez, je ferai une vidéo plus détaillée, une ou plusieurs autres vidéos plus détaillées pour chaque exercice demandé. Donc pour l'exercice 1, on vous demandait de reproduire l'octogone dans un cercle de rayon 3 cm. Il fallait commencer par tracer ce cercle de rayon 3 cm. Le centre du cercle étant un angle de 360 degrés et la figure ayant 8 côtés égaux, il fallait diviser le centre du cercle en 8 angles égaux. 360 divisé par 8, cela fait 45 degrés. Il fallait alors tracer un diamètre de ce cercle et à partir de ce diamètre et du centre du cercle, tracer 8 angles de 45 degrés chacun. On reliait les points qui tombent sur le cercle et on avait l'octogone régulier inscrit dans le cercle de rayon 3 cm. Ensuite, on vous demandait de démontrer que le triangle DAH est rectangle. Il vous fallait donc tracer sur la figure le triangle DAH et là, on voit que le diamètre du cercle, eh bien, c'est le côté DH. On attendait alors de vous que vous nous donniez la propriété si un des côtés d'un triangle est un diamètre de son cercle circonscrit, alors ce triangle est rectangle. DH est un diamètre du cercle. Le triangle DAH est donc un triangle rectangle en A. Et enfin, on vous demandait de calculer la mesure de l'angle BEH. L'angle BEH est inscrit dans le cercle et l'angle au centre qui intercepte le même arc de cercle est l'angle BOH. L'angle BOH est composé de deux angles de 45 degrés. Donc l'angle BOH mesure 90 degrés et de là, l'angle inscrit mesure la moitié de l'angle au centre. L'angle inscrit mesure alors la moitié de 90 degrés, c'est-à-dire 45 degrés. Voilà pour l'exercice 1. Dans l'exercice 2, on vous demandait de comparer plusieurs offres promotionnelles et trouver, en fonction de ce que l'on veut acheter, lequel des magasins propose l'offre la plus intéressante pour nous. Dans la question 1, on vous demandait d'expliquer pourquoi le magasin C était plus intéressant si on n'achetait qu'un seul cahier. Il vous suffisait alors de répondre que le magasin C était le seul à proposer une offre promotionnelle dès le premier cahier acheté. Les magasins A et B obligent à acheter plusieurs cahiers pour profiter d'une offre promotionnelle. Donc à partir de ce moment-là, pour un seul cahier, c'est bien le magasin C le plus intéressant. En seconde question, vous demandez lequel était le plus intéressant, donc toujours de ces trois magasins. Si on achète deux cahiers, eh bien là on va comparer. Donc si on achète deux cahiers dans le magasin A, on va avoir le troisième gratuit. Ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. On va payer 2 fois le prix d'un cahier pour avoir 2 cahiers et avoir le troisième gratuit. Donc on payera 2 fois le prix d'un cahier. Dans le magasin B, on payera le premier cahier au prix normal et le deuxième à moitié prix. Donc on payera 1,5 une fois et demi le prix d'un cahier. Donc on est à 2 cahiers dans le magasin A, un cahier et demi dans le magasin B. Et dans le magasin C, donc avec les 30%, on va payer 70% du prix du cahier. Donc 0,7 fois le prix du cahier. Si j'en prends 2, je vais payer 2 fois 0,7, c'est-à-dire 1,4 fois le prix du cahier. On voit que c'est le magasin C le plus intéressant pour l'achat de 2 cahiers. On est à 2 fois le prix dans le magasin A, 1,5 fois le prix dans le magasin B et 1,4 fois le prix dans le magasin C qui est plus intéressant. Par contre, pour l'achat de 3 cahiers, eh bien là, on compare de la même manière. Dans le magasin A, 2 cahiers achetés, le troisième gratuit. C'est-à-dire que si j'achète 3 cahiers, je vais payer le prix de 2. Je vais payer 2 fois le prix d'un cahier. Dans le magasin B, je vais avoir le premier cahier acheté normal, le second à moitié prix, le troisième à nouveau acheté au prix normal.
Ce qui veut dire que dans le magasin B, pour 3 cahiers, je vais payer 2,5 fois le prix, 2 fois et demi le prix d'un cahier. On a dit 2 fois le prix dans le magasin A, 2 fois et demi le prix dans le magasin B, et dans le magasin C, on est toujours à 0,7 fois le prix par cahier. Donc 0,7 fois 3, ça fait 2,1 fois le prix. Le magasin A était donc le plus intéressant pour l'achat de 3 cahiers. Et enfin, on vous parlez d'une carte de fidélité détenue dans le magasin qui permet d'obtenir 10% de réduction sur le ticket de caisse, donc ce que l'on paye. Au final, combien la cliente va avoir de ristourne sur son ticket en utilisant donc et la promotion et la carte de fidélité. Donc dans le magasin C, elle est à 30% de réduction pour l'achat d'un cahier, donc elle va payer 0,7 fois le prix. Et à ce 0,7, on va faire une nouvelle remise de 10%, ce qui va nous faire 0,7 multiplié par 0,90. Faire une remise de 10% revient à multiplier par 0,90. De là, on trouvait que le pourcentage total s'élevait à 37%. Voilà pour l'exercice 2. L'exercice 3 était un programme de calcul. Dans la première question, on vous demandait de vérifier que si on choisit 8 comme nombre de départ, le programme donne 12. On va donc remplir le schéma et inscrire le nombre choisi en haut, 8. À gauche, je soustrais 6, 8 moins 6, cela va faire 2. À droite, je soustrais 2 au nombre de départ, à 8. 8 moins 2, cela fera 6. Je me retrouve avec les nombres 2 et 6 que je multiplie pour obtenir le résultat 12. Voilà comment nous avons démontré que si on choisit 8 comme nombre de départ, le programme donne bien le résultat 12. Dans la seconde partie de l'exercice, on vous demandait de vérifier si les propositions sont vraies ou fausses et de justifier vos réponses. Proposition 1. Le programme peut donner un nombre négatif, un résultat négatif. Il suffisait de trouver un exemple où ce soit le cas. Par exemple, en choisissant le nombre 3 au départ, à gauche, je vais soustraire 6, ce qui va me faire moins 3. À droite, je vais soustraire 2, ce qui va me faire 1. Et en multipliant ces deux nombres, moins 3 multiplié par 1, le résultat sera bien négatif puisqu'il sera égal à moins 3. En utilisant l'exemple avec le nombre 3, nous venons de démontrer que la proposition 1 est exacte. Pour la proposition 2, on vous demande de choisir un demi et de vérifier que le résultat du programme donne moins 33 quarts. Sur le schéma, je complète en haut, choisir un nombre, donc un demi. À gauche, je soustrais 6, avec la calculatrice, bien entendu. 1 demi moins 6, cela fera moins 11 demi. Et à droite, je soustrais 2 au nombre de départ, donc 1 demi moins 2, cela fera moins 3 demi. Je multiplie moins 11 demi par moins 3 demi, et je vois que mon résultat est bien égal à moins 33 quarts. La proposition 2 est donc vraie. Pour la proposition 3, on vous dit le programme donne 0 comme résultat pour exactement 2 nombres. On va imaginer que l'on choisit comme nombre de départ un nombre quelconque, on va dire le nombre x. On va exprimer le calcul en fonction de x. À gauche, je soustrais 6, j'ai x moins 6, et à droite, x moins 2. Le résultat est donc le produit x moins 6 facteur de x moins 2. Et là, on attendait la propriété « un produit est nul lorsque l'un de ses facteurs est nul ». Le facteur x moins 6 sera égal à 0 pour x égale 6 et le facteur x moins 2 sera égal à 0 pour x égale 2. La proposition 3 est donc exacte. Le programme donne 0 comme résultat pour exactement deux nombres, en l'occurrence 2 et 6. Et enfin, on vous demandait dans la proposition 4 de vérifier que la fonction associée à ce programme était une fonction linéaire. Toujours avec l'écriture sous la forme d'une fonction exprimée donc en fonction de x. Donc j'ai au final, au niveau du résultat, x moins 6 facteur de x moins 2,
Si je le développe, je vais avoir x carré moins 2x moins 6x plus 12. Donc au final, ça me donnera x carré moins 8x plus 12. Je vois que ce n'est pas écrit sous la forme f de x égale ax. Ce n'est donc pas une fonction linéaire, en l'occurrence, avec ce x carré, c'est une fonction du second degré que vous verrez plus en détail l'année prochaine au lycée. Voilà pour l'exercice 3. Dans l'exercice 4 sur les probabilités, on vous expliquait qu'il y avait des jetons dans un sac, il y avait 20 jetons dans un sac, que chaque jeton avait la même probabilité d'être tiré et qu'ils étaient de couleurs différentes. Chaque jeton a la même probabilité d'être tiré, mais on ne sait pas de quelle couleur est chaque jeton. Par rapport au graphique qui est fait par le professeur, donc qui représente un grand nombre de fois où l'expérience a été faite, on peut remarquer que la couleur jaune sort nettement plus souvent que les autres. On peut donc affirmer que la couleur jaune est la plus présente dans le sac. Voilà pour la première question. On vous demandait ensuite quelle formule le professeur devait saisir dans la cellule C2 avant de la recopier vers le bas. La cellule C2 montre la fréquence d'apparition de la couleur rouge lors de 2 tirages. Dans la cellule C2 correspond à la cellule B2, c'est-à-dire le nombre de fois où le jeton rouge est apparu, divisé par la cellule A2, c'est-à-dire le nombre de fois où nous avons fait le tirage. Il fallait mettre B2 divisé par A2. Et enfin, pour la seconde partie de l'exercice, on vous demandait la probabilité de tirer un jeton rouge si elle s'élève à 1/5. Cela signifie qu'il y a combien de jetons rouges dans le sac. Il vous suffisait de multiplier le nombre total de jetons, 20, par 1/5. 20 fois 1/5, c'est-à-dire 20 divisé par 5, cela faisait 4. Il y avait donc 4 jetons dans le sac. Voilà pour l'exercice 4. L'exercice 5 était un QCM et on ne vous demandait aucune justification. Question 1. Quand on double le rayon d'une boule, son volume est multiplié par... Eh bien, si on double le rayon d'une boule, son volume sera multiplié par 2 au cube. Au cube, puisque nous sommes dans le volume. 2 au cube, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2, c'est égal à 8. La question 1 était associée à la proposition D. La question 2, on vous demandait de convertir 36 km/h en mètres par seconde. Il fallait déjà convertir 36 km en mètres. 36 km, cela correspond à 36 000 mètres. Et 1 heure, cela correspond à 3600 secondes. De là, on divise 36 000 par 3600 et on trouvait 10. La réponse était la réponse A. 36 km/h correspondent à 10 mètres par seconde. Pour la question 3, il vous fallait utiliser votre calculatrice. C'était simple, on mettait racine de 525, le tout divisé par 5. Et là, on voyait que cela faisait racine de 21. Racine de 21, regardez combien ça fait. Là, vraiment, la calculatrice vous donnait le résultat direct. Et enfin, ensuite, pour la question 4, il fallait convertir un téraoctet en gigaoctet. Un téraoctet, ça fait 1500 gigaoctets. Et de là, si je mets des dossiers qui font la taille 60 gigas, si j'ai 1500 gigas, je fais 1500 divisé par 60, cela me fera 25. Pour la question 4, la réponse correcte était la réponse A. Voilà pour l'exercice 5. L'exercice 6, c'était de la géométrie. Dans la première question, on vous demandait de calculer le rapport QK sur QP. Il fallait tout d'abord calculer QK. QK, c'est égal à QC moins CK. QC, qui est égal à PA, mesure 0,65 mètres. Et KC
mesure 0,58 mètres. De là, 0,65 moins 0,58, c'est égal à 0,07. QK était donc égal à 0,07 mètres. Et si on fait le rapport QK sur QP, c'est-à-dire 0,7 divisé par 5, on trouvait bien 0,014. Voilà pour la question 1. Dans la question suivante, on vous demandait de mesurer l'angle QPK. On va s'intéresser au triangle rectangle KQP, rectangle en Q. On va regarder cet angle QPK. Eh bien, on va utiliser les côtés que l'on vient d'utiliser dans le rapport QK sur QP. QK correspond au côté opposé. QP correspond au côté adjacent. Je vais donc utiliser la tangente de l'angle. Tangente QPK égale côté opposé, c'est-à-dire QK, divisé par côté adjacent, c'est-à-dire QP. Cela fera donc 0,014 et avec la calculatrice, seconde tangente, vous ferez seconde tangente 0,014 et cela vous donne 0,8 degrés. Cela correspond à l'angle QPK que l'on vous demandait de calculer. Et enfin, dans la dernière question, on vous demandait de mesurer AS. Et bien là, je pense que là, à nouveau, la façon la plus simple, c'était d'utiliser la trigonométrie. A priori, on ne connaît aucun angle du triangle rectangle PAS qui va nous intéresser, mais on voit que l'angle APS correspond à 90 degrés moins l'angle QPK que l'on vient de calculer. On a donc trouvé qu'il faisait 0,8 degrés ce petit angle. C'est-à-dire que si on enlève à 90 degrés ces 0,8 degrés, cela va me donner la mesure de l'angle APS. 90 moins 0,8, je peux dire que l'angle APS mesure 89,2 degrés. Et de la même manière, je vais utiliser la tangente de l'angle. Donc, tangente de l'angle APS, c'est-à-dire tangente de 89,2 degrés, est égale à le côté opposé, c'est-à-dire le côté AS, sur le côté AP. Tangente 89,2 degrés égale AS sur 0,65. Et là, avec la calculatrice, vous trouviez que la mesure AS était d'environ 46 mètres au mètre près. Voilà pour l'exercice 6. Et enfin, dans l'exercice 7, on vous demandait dans un premier temps de justifier que le prix d'une botte de paille était 51 centimes. Il fallait commencer par calculer le volume d'une botte de paille par rapport aux dimensions que l'on vous avait données. On faisait 90 multiplié par 45 multiplié par 35. Nous étions en centimètres, cela nous faisait donc 141 750 centimètres cubes, puisqu'on est en volume. Et on convertissait cette mesure en mètres cubes, cela faisait 0,141 750 mètres cubes. De là, on utilisait l'information 3 qui vous indiquait qu'un mètre cube pesait 90 kg. On multipliait donc 0,141 750 mètres cubes par 90 et cela faisait 12,7575 kg. On convertissait cela en tonnes, cela faisait 0,0127575 tonnes. Et de là, on multipliait ce 0,0127575 par 40, puisque le prix de la paille est de 40 € par tonne. Donc 0,0127575 multiplié par 40, et au centime près, cela faisait bien 51 centimes. Voilà pour la question 1.
On vous indiquait ensuite que ces bottes de paille allaient être utilisées pour isoler le toit d'une maison et on vous demandait combien de bottes de paille seraient nécessaires. Dans le schéma, il faut déjà mesurer la surface de la partie qui nous intéresse, donc le rectangle JKGF. Donc on connaît FG qui est égal à BC qui est égal à 15,3 mètres, mais on va utiliser le théorème de Pythagore pour mesurer JF. Donc dans le triangle JIF rectangle en I, on peut dire que JF au carré égale IJ au carré plus IF au carré. En remplaçant les mesures et en faisant le calcul, on trouvait que JF mesurait 4,50 mètres, 4,5 mètres. Donc ça, c'est pour la largeur du toit. Et pour la longueur, on a dit 15,3. Donc on va voir comment on peut organiser ces bottes de paille. Ces bottes de paille, on vous a dit au début qu'elles faisaient 45 sur 35 sur 90. On vous dit là dans la partie 2 que les 35 cm correspondent à l'épaisseur. Donc ils ne vont pas nous intéresser. Nous, on va s'intéresser à la largeur et à la longueur. On va voir sur la longueur du toit. Donc 15,3 mètres, c'est égal à 1530 cm. Combien de bottes avec la largeur de 90 cm je vais pouvoir installer? 1530 divisé par 90, cela fait 17. Je pourrais mettre 17 bottes de paille alignées sur la longueur. Et sur la largeur, 4,5 mètres, c'est-à-dire 450 cm. Combien je vais pouvoir mettre de paille? De 45 cm de largeur. Donc 450 divisé par 45, cela va me faire 10 bottes de paille. Je vais pouvoir aligner sur le toit 17 bottes de paille en longueur et 10 bottes de paille en largeur. J'aurai donc besoin au total de 17 multiplié par 10, c'est égal à 170 bottes de paille. Et enfin, pour calculer le coût de la paille nécessaire pour isoler le toit, je multipliais le nombre de bottes de paille nécessaires, c'est-à-dire 170, par le prix calculé en question 1, c'est-à-dire 51 centimes. 170 multiplié par 51 centimes, cela faisait au total 86,70 €. Voilà la réponse à la dernière question. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, à me demander une correction plus détaillée pour l'un des exercices ou sur même plusieurs. Je me ferai un plaisir de faire des vidéos plus détaillées. J'espère que cela vous aura servi et j'espère surtout que vous allez réussir. Je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite et merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à voir et revoir mes autres vidéos. Graphiquement, une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine, alors que la méthode du système par substitution revient à remplacer l'une des deux inconnus. Les systèmes avec la méthode d'addition ou de soustraction, ça va permettre de n'avoir plus qu'une inconnue. Résoudre une équation revient à donner un encadrement des solutions possibles pour répondre au calcul de base. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, car les maths, ça se mate!